c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vais commencer par vous reparler des livres qui étaient en cours quand on s'est quitté, notamment Mémoire d'un quartier, le tome 3, Adrien et Francine. Donc j'arrive avec la fin de ce tome 3 à la moitié de la saga. C'est une saga familiale que j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas revenir sur le blocage que j'avais eu à la fin du tome 1, 2, je ne sais plus. Ça a complètement disparu. Maintenant j'ai vraiment très envie forcément de poursuivre la saga et de la terminer. Il me reste un tome avec moi dans ma pile à lire et il m'en restera 2 à me procurer que je n'ai pas. Ça va pas être évident parce que c'est des livres qui ne sont plus faits, donc il faudra que j'ai de la chance et que Momox soit avec moi. La fin de ce double tome va nous permettre de suivre un personnage que j'apprécie beaucoup, qu'on voyait de loin en loin, et on a peut-être plus d'explications au sujet d'une relation un peu compliquée au sein du cercle familial qui s'est mise en place avec le retour d'Adrien depuis le Texas au Québec. Donc voilà, je peux pas vous en dire énormément plus parce que forcément c'est un tome 3, sachez juste que maintenant alors je me souviens pas forcément des dernières pages et de comment ça s'est fini, mais en tout cas j'ai bien envie de lire la suite. Voilà. J'avais également en cours Harry Potter 7, on a débriefé de la lecture commune, on l'a terminé fin juillet et je vous parle, on est déjà mi-août. Ça passe beaucoup trop vite. Je suis contente d'avoir terminé ma relecture de Harry Potter. Le tome 7 n'est pas pour moi le plus réussi en fait. Maintenant que j'arrive à le relire avec beaucoup de recul, le fait de le lire avec des copines aussi, ça change tout. J'ai beaucoup moins ce côté fan qui ressort en me disant « Waouh, c'était vraiment une conclusion incroyable, ça répondait aux questions ». En fait, ce que je vois surtout, c'est combien l'univers est bancal, combien il manque d'explications sur des tas de petits points. Et en fait, ça donne l'impression, si vous voulez, que... Je ne dis pas, il y a plein d'autres univers de magie qui sont bancaux, qui sont bancals, mais ça se ressent moins. Parce que là, en fait, c'est sur des tout petits points de détail, on est d'accord, en soi, ça va pas changer le fond de l'histoire. Mais ce que ça donne comme impression, et ce qui est vrai et vérifié de toute façon, c'est que J.K. Rowling, elle n'a pas pensé aux limites de son univers avant de nous emmener dans cet univers. Et donc nécessairement, il y a des choses qui sont possibles quand ça l'arrange, pas possibles à d'autres moments, qui sont expliquées mais à moitié, qui reviennent plus tard, tout au long de la saga. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir relu assez rapidement quand même les tomes 5, 6 et 7, je trouve qu'on s'en rend d'autant plus compte. Maintenant, forcément, je suis infiniment contente d'avoir retrouvé ces personnages parce que ça fait partie de mon histoire de lectrice, que j'ai adoré cette saga, mais maintenant je suis capable d'en voir les défauts et peut-être des choses que je relève moins dans des sagas qui ont moins fait parler d'elles, qui sont moins connues, mais qui sont effectivement plus doudou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai recommencé Elana de Pierre Bottero. Alors cette fois-ci, pas du tout dans un objectif de relecture de la saga intégrale, puisque ça, vous le savez, je l'ai terminé il y a un an à peu près. J'avais réussi avant mon départ à terminer toute la saga autour de Gwendal, enfin toutes les sagas qui tournent autour de Gwendalavir. Donc c'est pas du tout mon objectif. Je suis actuellement... Non, ça va mieux. J'étais dans une période de grosse panne de lecture, je pense qu'on peut le dire. Il y a eu plein de choses qui sont mises les unes sur les autres ces dernières semaines qui font que j'ai eu besoin d'une lecture doudou, de quelque chose juste de doux pour me bercer. Vraiment, j'arrivais pas à lire quoi que ce soit et malheureusement j'en avais besoin pour m'occuper l'esprit. Et je me suis tournée vers Elana. Voilà, et je l'ai pris en audio cette fois, c'est très différent de la lecture papier, c'est pas forcément ce que je préfère, c'est pas ce qui pour moi convient le mieux à ce texte qui est magnifique. Mais voilà, pour vous mettre en rapport ces deux sagas, parce que c'est vrai qu'on se disait dans la vidéo le premier, le dernier livre qui, et je vous encourage à aller la regarder parce que c'est vrai que on s'est bien amusé à la tourner et puis ça change un peu de ce que vous pouvez voir sur la chaîne.
On n'a pas cité Elana, mais c'est vrai que Mélo l'a fait remarquer, c'est un manquement de notre part et je sais pas comment il a pu échapper comme ça au fait que ouais non c'est quand même un énorme pilier de notre, je dis notre, je pense que je peux parler pour Mélo, mais en tout cas de ma vie de lectrice et c'est de ça dont j'avais besoin. Je suis encore dans ma relecture, là je suis à peu près à la moitié. C'est un texte, alors je vais pas dire que je suis psychologiquement au top de ma forme, physiquement au top de ma forme. Du coup je suis un peu à fleur de peau et à vrai dire j'ai les larmes aux yeux mais tellement souvent pendant cette relecture. Je saurais pas vous dire combien de fois j'ai lu ce roman mais vraiment j'ai les larmes qui affleurent très très souvent en écoutant ce texte et c'est beau, voilà, c'est beau. J'ai dit les larmes qui affleurent, mais bon, les premiers chapitres, j'ai pleuré. Donc voilà, c'est très beau. C'est très très beau. Et je vous dis pas, enfin, oui, c'est l'émotion, mais c'est aussi juste la beauté des mots, la beauté des idées, des concepts, de cette liberté folle, de ce personnage incroyable qui est Elana, qui fait que ça m'émeut autant. Voilà, donc ça c'est dans les lectures que j'ai pas terminées et qui sont en cours, mais je vous en parle et ça fait le lien en fait avec ma relecture d'Harry Potter en tant que pilier de ma vie de lectrice. Donc ça me paraissait important de mentionner ma relecture de Elana. J'ai avancé dans ma pile à lire du Sweetie Gourmet Challenge jusqu'à début août. Et là depuis 15-20 jours c'est le grand vide, vous l'aurez compris. Mais du coup avant cela j'ai quand même lu quelqu'un d'autre de Guillaume Musso que j'ai dévoré. Alors je crois que je l'ai lu en 2 jours, peut-être pas une seule journée. C'est très clairement un policier. C'est un récit dans lequel on va suivre l'enquête autour de la mort d'une célébrité, non, mais d'une personne ultra riche qui est décédée, assassinée sur son yacht de croisière. Toute l'enquête va prendre un peu plus d'1 an je crois et on va suivre de près notamment l'enquêtrice qui est chargée de l'enquête, le mari qui veut à tout prix avoir le fin mot de cette histoire, Oriana dans les dernières semaines de sa vie puisqu'on va avoir pas mal de retours en arrière dans les dernières semaines avant son décès. Et enfin la maîtresse, il précise pas d'ailleurs, si voilà, l'insaisissable Adèle, la jeune maîtresse du pianiste mari de la victime. Je lis peu de polar, vous le savez, Guillaume Musso ça faisait très longtemps, enfin ça faisait pas très longtemps, ça faisait je pense 2-3 ans que j'avais pas lu son dernier. Écoutez, ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment, 2-3 fois j'ai cru saisir les nœuds de l'histoire. Je pense que avec l'esprit un petit peu plus exercé, j'aurais trouvé sans trop de soucis le fin mot. Maintenant, c'était sympa. Ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, je dirais, mais vraiment, si on veut se laisser porter par un polar assez sympa sur l'été, c'est bien. Maintenant, le personnage de l'enquêtrice, je l'ai pas particulièrement, j'ai pas trop adhéré. Pourquoi, je saurais pas trop vous dire. C'est un personnage dont la vie part à volo, qui a des gros problèmes d'anxiété et des gros problèmes psy depuis vraisemblablement très longtemps, qui se soigne pour ça. Donc en soi, si vous voulez, ça aurait pu me la rendre sympathique, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai lu, je crois que un des derniers polars que j'ai lu c'était le Pulixi, L'île des âmes, je crois, que j'avais vraiment beaucoup aimé pour le coup, avec un côté rituel qui me faisait un peu penser à True Détective. Donc voilà, elle a rien à voir, mais du coup il faut que je lise une note à moi-même. Il faudrait que je lise la suite de L'île des âmes que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est entraînant, ça se lit méga vite, comme toujours avec Guillaume Musso. C'est des livres, alors là c'est un cadeau, mais c'est des livres qu'on paye super cher pour finalement assez peu de pages. Donc c'est peut-être là que... Bah, je sais pas. Bref, voilà, c'était une bonne lecture. Voilà. Et bien sûr, je vous en dis pas plus sur la conclusion.
J'ai lu également Sur les traces des Willan qui est dans ma pile à lire depuis que j'ai quitté la France. Je crois que je l'ai acheté cet hiver puisqu'ils ont ressorti toute une édition autour des 20 ans de la sortie du premier tome de la quête des Willan. Alors, l'héritage de Pierre Bottreau, un guide dirigé par Tom Lévesque sur les traces des Willan, ça recense énormément d'interviews de Pierre Bottreau, d'interviews de fans, d'interviews de proches de l'auteur, d'anciens dossiers, de traces écrites. Voilà, c'est un très très gros travail de recueil de ressources, de remise en forme autour des grands thèmes de l'ouvrage de Pierre Bottreau. Ce dont je me rends compte, c'est que étant fan de son travail, mais étant fan tardive, parce que finalement, moi je l'ai découvert, j'ai découvert Willan, j'avais 13-14 ans je pense. Et j'ai été allée à reculons à cause des couvertures notamment, d'ailleurs il y a un sujet sur les couvertures là-dedans. Et je me rends compte qu'en fait, je fais presque le deuil de cette fanatitude que j'avais parce qu'en fait je me rends compte que non, je ne suis pas une fan. J'adore ce qu'il a écrit, j'adore ce qu'il a fait, mais là-dedans il y a des vrais fans, des gens qui ont vraiment lié des vraies relations belles et profondes avec cet auteur et que moi j'ai jamais eu la chance de rencontrer puisqu'il est décédé en 2009. Et j'aurais adoré rencontrer cet auteur. Maintenant, voilà, il y a des auteurs dont je me suis sentie proche quand je les ai rencontrés et je me dis qu'est-ce que ça aurait été, qu'est-ce que ça a dû être pour les gens qui ont pu rencontrer Pierre Bottreau, ça doit être incroyable. Mais donc du coup, je me sens un peu moins fan, peut-être mise à l'écart d'une communauté que j'ai jamais fait l'effort et que j'ai jamais pu intégrer. C'est complètement absurde comme sentiment. C'est complètement bête, mais voilà, je vous en fais part. Écoutez, c'était intéressant. Maintenant, peut-être un peu simpliste sur certains sujets, je dirais. C'est pas non plus archi creusé, waouh. Mais ça permet de se replonger dans l'univers d'une autre façon encore, d'en faire un autre tour. J'ai trouvé ça très beau aussi, le rapport de l'auteur avec Elana, qui est écrit ici mais qui est aussi, je le sais parce que là j'ai lu du coup une version que moi j'avais pas, puisque moi j'ai lu Elana avant sa dernière réédition, dans lequel en fait il y a un passage au tout début dans lequel l'auteur explique son lien avec son héroïne. Bref, c'était très très beau. Voilà, un guide sympa pour ceux qui veulent creuser davantage et en savoir plus, mais ça n'ajoute pas quelque chose de fondamental, je trouve non plus. Donc c'est voilà, un livre par des fans pour des fans. J'ai lu Memento Mori, l'anthologie des Imaginales. C'est la première anthologie des Imaginales que j'achète et pourtant vous savez que les Imaginales j'y vais, excepté cette année, j'y suis allée tous les ans depuis 2015, 2014, je sais même plus. Peut-être pas, si, déjà, oh mon dieu. Oh là là, je me sens vieille. Non, c'est pas possible. Bon, je sais plus du tout depuis quand j'y vais, mais j'avais jamais fait cet achat de l'anthologie. Maintenant, je regrette pour tout vous dire. Alors, il y a énormément d'auteurs, dont beaucoup que j'ai bien aimé. Je vous en ai parlé en story quand j'ai fait cette lecture. Vous savez que la nouvelle, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, qui me convainc. En plus, j'avais lu Des mirages plein les poches, dont je ne vous ai pas parlé, dont je pourrais vous parler d'ailleurs, de Gilles Marchand, paru aux éditions Forge de Vulcain, qui là sont des nouvelles très très courtes et beaucoup plus oniriques, poétiques, quelque chose d'assez abstrait presque, je dirais. Il y avait des textes très beaux qui m'ont un peu touchée, mais dans l'ensemble, j'ai pas compris et adhéré à ce recueil. Là, ça me convainc beaucoup plus. Je pense que ça correspond naturellement davantage à ce que je lis, à ce que j'apprécie. Donc forcément une anthologie autour de la mort et de la mémoire des êtres chers. C'était forcément une réussite. Alors toutes les nouvelles ne m'ont pas plu. Ce que j'aime bien dire, c'est que ça m'a vraiment permis de découvrir certains auteurs que je connaissais de nom, dont parfois j'ai certains livres dans ma pile à lire. Que j'osais pas aborder de cette façon là, et là voilà, ça m'a convaincue. Je pense à Lionel Davoust avec Les Dieux Sauvages qui m'attendent,
Voilà, cette nouvelle m'a convaincue, sa nouvelle m'a convaincue que c'est un auteur fait pour moi. Ça a confirmé que par exemple Jean-Laurent Del Socorro, c'est pas mon truc. Voilà, c'est comme ça, c'est pas mon truc. Il y a, comment elle s'appelle, Julia Richard, son Paternoster me faisait envie à sa sortie. J'ai adoré sa nouvelle, donc bien sûr que Paternoster remonte dans ma wishlist. Je sais plus s'il y était, mais s'il y était pas, je l'ai ajouté. Donc voilà, en fait, ça permet vraiment d'avoir plein de petits... Comment dire? Ça permet vraiment d'avoir plein d'aperçus de plein d'auteurs différents et de voir ce qui pourrait ou pas résonner en nous. Christopher Buix m'a convaincue une fois de plus. Je n'ai lu que Alfie de lui, mais cette nouvelle était géniale. David Brie, j'ai beaucoup aimé. Alain Damasio, je m'attendais à avoir du mal parce que j'ai lu La Horde de Contrevent. Je vous avais fait une vidéo dédiée d'ailleurs pendant le confinement. C'était tout un truc. Je m'attendais à avoir du mal parce qu'il n'est pas forcément toujours abordable comme auteur, je trouve, mais j'ai adoré sa nouvelle et du coup je vais peut-être me tourner vers d'autres de ses textes. Les Furtifs me tentaient beaucoup notamment. Ariel Holtz, sa nouvelle a très bien marché sur moi. Il y en a d'autres qui m'ont moins convaincue, notamment Anatrice. Voilà, j'ai pas trop kiffé sa nouvelle. En plus elle est liée à l'univers de la Guilde des Ombres qui du coup me tente moins également. Voilà, je pense que c'est pas fait pour moi, donc est-ce que je céderai à la hype ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, excellente anthologie, donc je ne sais pas encore si j'essaierai d'acheter les précédentes, peut-être en fonction de la thématique et des auteurs qui y apparaissent, sur, en occasion bien sûr. Et puis bah je verrai pour me débrouiller pour avoir les suivantes, peut-être toujours pareil. Mais en tout cas, c'est une très bonne expérience et... je vous recommande si vous avez l'occasion. J'ai terminé également Jaunes Yeux. Vous savez que je pensais pas qu'il y avait un 5e tome en fait quand je me suis lancée dans Jaunes Yeux. Et en fait plus j'avançais, plus je me disais mais c'est impossible. Impossible que l'auteur réussisse à boucler tout ce qu'il a ouvert en si peu de pages, en si peu de temps. Gros big up pour Jaunes Yeux à tout le récap des tomes précédents qui a été fait. Ça me rassure beaucoup parce que du coup je sais que dans le tome 5 il y sera également, tome 5 qui n'a pas encore été annoncé je crois. Alors bien sûr on est plus proche maintenant de la parution du tome 5 qu'il y a 3 ans je crois. Mais on ne sait toujours pas combien de temps on va attendre. Je vous avais dit que j'avais commencé Manèche en étant un peu mitigée parce que je l'ai lu en format papier et c'est vrai que c'est un récit extrêmement contemplatif, bien que très beau, bien que très bien construit, ça reste très lent. Plus on avance dans les tomes, plus ça accélère, plus l'ampleur de l'univers se révèle et s'approfondit. Là sur la fin de ce tome 4, il y a plein de choses qui se sont mises en place, des trahisons, voilà, il y a toujours des compagnons disparus que j'espère retrouver dans le tome 5 pour tout vous dire parce que je trouve qu'on n'a pas fait leur deuil comme on a fait le deuil d'autres personnages. Oui mon chat, oui mon bébé. Donc du coup j'espère les retrouver, j'espère qu'ils n'ont pas vraiment disparu. Toujours cette construction assez binaire entre le présent et les récits des personnages qui est encore une fois très bien construit, très bien mené, qui permet de garder en haleine et encore une fois qui accélère finalement pas mal le récit. Alors que c'est ce qui m'avait paru le ralentir dans le tome 1, vous voyez. Bref, je ne peux que vous conseiller la saga de Stéphane Plateau. Si vous n'êtes pas forcément convaincu, je vous dirais d'aller vers l'audio, puisque moi c'est très clairement ce format-là qui m'a permis d'avancer et qui m'a fait adhérer complètement au texte. C'est peut-être plus facile à appréhender, avoir une lecture plus fleuve, avoir quelque chose de plus se laisser bercer, se laisser entraîner par ce récit qui est dense, plutôt que de se mettre bien en tête, se lancer dans le roman qui peut bloquer au départ. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà pour Jaunes Yeux. Autre lecture que j'ai terminée, en fait, je vous ai dit que heureusement qu'il ne s'est rien passé début août, hein, parce que il y a une seule lecture que j'ai poursuivie de début août à maintenant, donc on est le 17 août et du coup désolé les copines, sur la lecture commune qu'on fait à 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 2 qui l'ont déjà fini, une qui est en plein déménagement, donc ouais, j'imagine que c'est un peu compliqué et... moi j'étais à jour et une dernière qui avait pris un peu de retard et du coup bah voilà, j'ai rattrapé complètement moi les derniers chapitres puisque de toute façon il nous restait
2 périodes, enfin 4-5 chapitres. Le découpage est compliqué, je trouve que je voulais pas avoir un découpage trop lourd parce que moi je recevais énormément de familles et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la lecture a été compliquée. Donc voilà, peut-être que le découpage n'était pas le plus judicieux. De toute façon, l'Assassin Royal, on est sur un roman en 20 chapitres, même pas 18 chapitres. Donc autant vous dire que les derniers, quand vraiment on est à l'apogée du truc et que ça part en sucette, il faut terminer. Donc j'ai terminé l'Assassin Royal, là, le tome 3, cet après-midi. C'est une relecture... je vais pas dire doudou chouchou pour le coup parce que je connais beaucoup moins le texte, beaucoup moins l'histoire, donc forcément j'y sombre pas avec en mode cosy, vous voyez, mais je sais que c'est une valeur sûre et c'est aussi ce qui m'a permis de continuer à lire ces derniers temps parce que j'y retournais avec plaisir. Là, on est vraiment à un stade très critique de l'histoire. On a fini une première trilogie, on a plein de choses qui sont en suspens, plein de choses qui sont vraiment dans le dur et donc du coup on va se lancer vers j'espère des résolutions. Je me souviens plus exactement dans quel ordre ça se passe, je sais juste que voilà, pour moi les 6 premiers tomes c'était vraiment ceux qui m'ont le plus plu et peut-être les 6 suivants un peu moins. Je pense que, je sais pas, est-ce qu'on le lira tous tout ensemble, je ne sais pas. Je pense que l'objectif pour moi ça va être quand même d'en lire un maximum à plusieurs pour que ça me porte jusque les Aventuriers de la mer que j'ai abandonnés. Et donc peut-être réussir à les lire cette fois, je ne sais pas. Mais voilà, une très très bonne lecture, j'ai hâte de lire la suite. Comme je ne sais pas comment, dans quelles circonstances on lira ou pas tous ensemble la suite, parce qu'il y a quand même, si on met tout ce qui concerne la Cité des Anciens, tout, on est quand même sur 23 tomes je crois. C'est énorme, sachant que là on est au 3e. Hein. Donc je pense pas honnêtement qu'on pourra tout lire toutes ensemble. Mais en tout cas j'espère aller le plus loin possible. Et en attendant, si on n'enchaîne pas sur cette lecture, Rémi de l'encre et de la magie m'a donné très envie, très envie de lire, a priori dans la même vibe, le récit du demi-loup de Chloé Chevalier qui me faisait de l'œil déjà depuis un moment. Donc autant vous dire que si je dois quitter Fitz, je sais vers quelle autre lecture aller pour me sentir bien. Donc voilà pour les lectures terminées. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui et non. Donc c'est une lecture en cours qui m'a valu une petite mésaventure aussi liée à mon arrêt provisoire de la lecture. C'est le Comte de Monte Cristo. Je vous avais dit que je crois que je vous avais dit vouloir reprendre cette lecture parce que le film est sorti et que c'est une lecture que j'ai adorée quand je l'ai faite la première fois il y a trop longtemps. Donc je voulais absolument le relire avant de voir le film. Je me suis lancée grâce à une amie dans l'écoute audio qui se trouve en accès libre sur Spotify puisque c'est une œuvre qui est tombée dans le domaine public. Je ne peux que vous recommander Alexandre Dumas. Moi les Trois Mousquetaires ça n'a pas du tout marché au moment où j'ai essayé, donc j'étais peut-être un peu jeune. Après les romans de Cap et d'épée pour moi ça voilà, pas trop marché. J'avais essayé de lire Les Lames du Cardinal, c'est pareil, c'était pas passé, de Pierre Pével, alors que vous voyez avec Lorne Ascarian là, j'ai oublié le nom de cette saga, l'héritier, le chevalier, le truc, le machin, ça avait bien marché, ça a super bien marché sur moi. Les Lames du Cardinal, pas du tout. Donc voilà, les Cap et d'épée c'est pas trop mon truc, donc les Trois Mousquetaires je peux pas vous le conseiller, mais par contre le Comte de Monte Cristo, qu'est-ce que c'est incroyable ce récit. Franchement, il a pas pris une ride. Je trouve que c'est un récit qui a vieilli, mais super bien. Alors bien sûr, il y a du contexte historique parce que c'est important dans tous les malheurs qui vont arriver à notre fameux Edmond Dantès, le héros de cette histoire, puisqu'en fait, il est accusé, donc c'est un homme sans histoire, a priori à qui tout réussit, mais qui est encore très jeune, il a une vingtaine d'années et il s'apprête à épouser la femme qu'il aime. Son père, sa dernière famille vivante, se porte bien, il va être promu capitaine d'un navire. Et là, quelqu'un lui en veut, tout s'écroule. Le château de cartes tombe complètement et il va passer des années, plus d'une décennie, en prison. Voilà. Et c'est un récit incroyable et forcément ce qui l'amène en prison en fait c'est lié à des événements politiques, notamment le retour de Napoléon, les 100 jours et puis après le retour de
tout cet aspect-là de l'histoire de France que je connais pas assez bien, mais c'était méga intéressant. Alors, j'ai enchaîné le tome 1 super vite, c'est celui dont je gardais le plus de souvenirs, hein, pour tout vous dire. Le tome 2, j'ai dû arrêter en fait. J'ai dû arrêter parce que je n'arrivais plus à dormir. Voilà, j'écoutais... Franchement, j'ai avancé super vite dans le tome 1, tome 2, j'ai enchaîné. Et en fait, il est arrivé un moment où je ne pensais plus qu'à ça. C'était devenu obsessionnel. Il y avait Edmond Dantès dans ma tête, tout le temps. Et même la nuit. C'est-à-dire que vraiment, je me tournais, je me retournais, je me tournais, je me retournais. J'avais juste envie de connaître le fin fond de ces plans. Sauf que vous imaginez bien, quand on est à la moitié du tome 2 sur 6 tomes, c'était soit je terminais tout d'un coup, et c'était impossible pour pouvoir redormir, soit je faisais un vrai break. J'ai fait un break, j'ai pas repris depuis parce que j'ai peur de à nouveau pas dormir. Donc je vais attendre, je vais attendre encore un peu. Je pense que je le reprendrai, mais en me fixant des limites du genre pas plus d'1 heure par jour ou quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment devenu beaucoup trop obsessionnel. Mais tout ça pour vous dire que j'ai adoré, que c'est génial et que je vous le recommande. Voilà. Dans les lectures que j'ai en cours, j'ai commencé une lecture qui devrait pas... En fait, je devrais même pas pouvoir vous la présenter en cours parce que c'est une lecture. Le temps de lecture, c'est 2h20. Voilà, c'est Je suis le rêve des autres de Christian Chevassieux. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est un récit initiatique. Pour l'instant, j'en suis à un bon tiers, je crois. J'espérais le finir plus rapidement. J'espérais qu'une lecture courte, ça me permettrait vraiment de me relancer dans une routine de lecture, ce qui est le cas, ça me fait beaucoup de bien, donc ça c'est super. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je crois que le livre en soi il fait moins de 200 pages, donc enfin voilà. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Malou qui un jour fait un rêve qu'il va partager à ses parents, que ses parents vont partager au conseil du village. Et en fait le conseil du village va décider que... je sais plus le terme exact, mais Malou est un personnage, une espèce d'élu en contact avec les esprits. Et donc du coup, il est très très important qu'il se rende à un endroit où d'autres sages pourront l'introniser dans ce poste. Et donc il est accompagné par un des anciens du conseil qui l'accompagne dans ce voyage initiatique. Voilà. J'aime beaucoup, la plume est très jolie. C'est très chouette, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est très chouette et effectivement ça me permet de relancer un peu la machine et de me sentir mieux. Vous savez quoi, comme cette vidéo est déjà très longue, on va quand même continuer et je vais vous parler de deux choses qui ne sont pas des lectures mais un peu liées quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure de la première saison de True Detective. Il se trouve que la saison 4 de True Detective est sortie, je ne sais plus quand, il y a quelques temps. Mais j'ai accès maintenant parce que c'était les JO, que ici pour capter les JO c'est un enfer pour regarder ce que l'on veut. C'est encore plus compliqué, qu'il nous faut un VPN pour choper France 2, France 3. Que la bascule, ça m'a zigouillé les passages sportifs que moi je voulais voir, hein, voilà. Si vous aussi vous connaissez, alors bonjour, c'est l'heure de la bascule, alors du coup si vous voulez continuer à suivre, il faut passer sur France 2 et puis sur France 3 on va continuer à suivre tel sport. Et en fait le sport n'est jamais revenu en l'occurrence. Donc j'ai décidé de prendre Eurosport via la plateforme Max. Et la plateforme Max, ça m'a donné accès à 2 séries, donc la première, enfin plus mais bon, 2 que j'ai envie de voir. La première c'est True Detective, la saison 4, on a regardé un épisode et en fait je vais poursuivre seule je pense parce que ça a terrorisé mon mari. Pourtant on a regardé les 3 premières saisons ensemble et là je trouve qu'effectivement au niveau de l'ambiance, True Detective c'est une série d'ambiance, les 3 saisons qui sont en fait des mini-séries, c'est 3 mini-séries complètement distinctes les unes des autres, mais c'est sur fond d'enquête pour des meurtres souvent liés à des rituels ou du trafic de drogue ou etc. selon la saison. Et à chaque fois c'était incroyable. On a regardé les 3 premières ensemble, on a adoré, on s'est dit bah let's go pour la 4e, mais là c'est vrai que le niveau de flip est assez fort, hein. Bon, pour ceux qui sont habitués à regarder des thrillers ou des trucs comme ça, peut-être pas, mais c'est vrai que voilà, faut prendre un peu de recul. J'ai bien aimé ce premier épisode, ça m'a bien mis dans l'ambiance. Comme je vous dis, c'est une mini-série, donc je crois qu'il y a quoi, 6, 7 épisodes. Donc je regarderai la suite seule.
Et je ne peux que vous encourager à regarder au moins la saison 1 qui pour moi est peut-être la meilleure. En tout cas celle qui m'a laissé le plus de souvenirs et que je reverrai avec grand plaisir. Je crois qu'elle est dispo, la première saison seulement, dans l'abonnement Amazon Prime. Voilà. Ensuite, la deuxième série que je regarde, c'est une série dont j'avais vu la saison 1 à sa sortie, c'est Is Dark Material. Et j'avais arrêté alors que la saison 2 était dispo sur Netflix, je crois, et j'avais dit à mon mari, on ne regarde pas la suite tant que on n'a pas lu la trilogie complète. Parce que dans la saison 1, ils ont pris la liberté de faire intervenir un personnage qui normalement n'intervient que dans le deuxième tome. Parce que en termes chronologiques, bah, c'est comme ça que ça se passe. Donc le parti pris est très intéressant, il y a une grosse modernisation des éléments qui nous entourent, des éléments de contexte, hein, notamment les téléphones portables, les marques de voitures par exemple, ce genre de choses. C'est super bien fait. J'ai adoré la saison 2 que j'ai trouvé vraiment très bien adaptée. Alors pour tout vous dire, ça aussi c'est un livre que j'ai beaucoup relu, hein. La trilogie de Philippe Pullman, je l'ai vraiment beaucoup relu. Pour autant il y avait plein de trucs que je regardais un peu de travers en mode mais non, mais ça se passe, enfin j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça m'a pas marqué comme ça et tout. Et donc du coup quand on avait fini de regarder un épisode, je reprenais, je sais pas si vous les verrez mais ils sont juste là, hop, les 3 livres que j'ai emmenés ici pour en faire la relecture justement, je les reprenais et j'ouvrais et je checkais rapidement et en fait il y a plein de trucs que j'avais juste complètement oubliés. Et là nous sommes en plein milieu de la saison 3, il nous reste 4 épisodes, donc c'est les 4 derniers, avant de refaire le deuil de cet univers. Là j'ai passé l'épisode le plus dur, je savais que ce serait le plus dur, c'est un passage qui à chaque fois m'arrache le cœur dans le roman, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je l'ai vu hier soir, j'ai eu très mal à mon petit cœur, mais c'est une très chouette adaptation. J'ai juste un problème je pense avec l'actrice de Marissa Coulter, donc parce que alors son jeu est incroyable, il y a juste un truc sur lequel j'ai du mal, c'est purement physique, mais c'est sa bouche en fait. Elle a la bouche tout le temps un peu en canard et tout le temps un peu ouverte comme ça me perturbe énormément. Sinon forcément j'ai eu un peu de mal à adhérer au personnage d'Azriel au début, parce que c'était Daniel Craig dans le film, et même si le film est une catastrophe, Daniel Craig était quand même incroyable. Mais voilà, c'est vrai que l'adaptation est très bien réussie et que je passe un très bon moment avec mon mari qui apprécie beaucoup aussi, donc je suis très contente de pouvoir accéder à cette série. Et voilà, je vais pas rester abonnée à Max pendant des mois parce qu'on a déjà trop de plateformes de streaming. Mais écoutez, on se fera un plaisir de terminer cette série avant d'arrêter, et moi True Detective du coup. Et sinon en parlant de séries qui arrivent et qui me font envie, bien sûr il y a la suite de Arcane. Si vous n'avez pas vu Arcane, je peux que vous conseiller de regarder Arcane, déjà parce que la bande originale est incroyable, c'est Imagine Dragons, donc voilà. Il y a Percy Jackson, la 2e saison, Le Secret des Olympiens qui vient, et ça aussi j'ai trouvé de mémoire, parce que c'est une lecture qui date, que c'est une très belle adaptation. Je crois que ça c'est sur Disney+. Il y a un film des Peaky Blinders qui va paraître sur Netflix. Voilà, donc ce sera la fin de cette série magnifique. Vraiment, c'est une série incroyable. Ne serait-ce qu'en termes artistiques, en termes d'image, en termes de son, c'est incroyable cette série. Donc voilà, les 3 trucs que j'attends le plus, je crois. C'est vrai qu'on regarde plus trop quoi que ce soit de façon très suivie. On avait regardé ensemble avec mon mari Desperate Housewives et ça nous a tenu forcément pendant très longtemps. Ça aussi c'est une série que je vous recommande. Mais sinon c'est pas moi la pro des séries. Mais voilà, comme on avait l'occasion d'en discuter pendant 2 secondes, voilà ce que j'attends dans les prochains mois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous passez un très bel été, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.